Alors, bienvenue Fred chez nous. Aujourd'hui, je suis Yes. content de t'avoir. Merci. Aujourd'hui, c'est un podcast qu'on improvise. Puis on s'est dit qu'on va parler d'argent. That's it. Alors, peux-tu commencer avec la première question que tu m'avais dit? Yes. Donc, ma première question est la suivante. Est-ce que l'argent, ça fait le bonheur? Donc, pour le vrai, je sais pas vraiment comment répondre à ça. Mais je pense pas que l'argent fait le bonheur. Parce que, disons, hypothétiquement, si j'avais pas d'argent, je pourrais quand même avoir du bonheur. OK. Right? Donc, c'est ça que je pense. Et là, c'est ça qu'on peut développer avec notre conversation, là. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que oui. Puis, je pense que les gens qui répondent non, soit ils ont mal compris la question, ou bien ils essayent de ne pas paraître mal en disant oui. Mhm. Parce que si je te demandais, est-ce que ton plat préféré te ferait le bonheur, ben tu te dirais, ben ouais. C'est quoi Jusqu'à un ton plat certain point. préféré? Spaghetti, OK, c'est du spaghetti. Fait que si je t'amenais un spaghetti, t'as faim. 100%. Ça te ferait du bonheur. 100%. Fait que là, quand on pose la question, est-ce que l'argent fait le bonheur? On te demande pas, est-ce que tu es capable d'avoir du bonheur sans l'argent? Je n'ai pas demandé j'ai pas demandé est-ce que ta vie se passe mal si tu n'as pas de spaghetti. J'ai demandé est-ce que le spaghetti t'amène du bonheur. Mhm. Fait que je pense que n'importe qui, tu gardes sa vie telle quelle, puis tu fais juste drop un montant d'argent dans son compte. Je pense que ça ferait un minimum de bonheur. Je pense que c'est comme ça parce que la majorité des gens, incluant moi et toi, ont un attachement émotionnel à l'argent. Donc, si on n'avait pas cet attachement émotionnel ou c'était moins fort, notre attachement au bonheur et l'argent serait moins fort aussi. OK. Parce que, disons, quand tu parles à... Je te donne un exemple. L'argent égale quoi? Mhm. Donc, tu peux me répondre? Ben, je pense que ça égale du pouvoir, ça amène la liberté, ça amène aussi l'influence. OK. Alors, si je te pose la question différemment, l'argent, c'est quoi? L'argent, c'est des, ben, c'est soit des billets ou c'est des nombres digitales dans un, dans un écran. OK. Puis l'argent, c'est pas quoi? C'est pas quoi? Ben, l'argent, c'est pas quelque chose de... Ben, l'argent, c'est pas quoi? C'est pas tout ce qui est pas de l'argent? Je suis pas sûr de comprendre. OK. Donc, disons, si on revient à la première question, l'argent égale à quoi? Ouais. Euh, disons, si on regarde ça de lens mathématique. Ouais. Donc, si on disait 7 égale quoi? Ben, on dirait 7 égale 3 plus 4 Mhm. ou 7 égale 7. Ouais. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait l'argent égale quelque chose d'autre? Comme l'argent égale l'argent. Donc, si on a plus d'argent, ben alors c'est égal plus d'argent. Est-ce que tu me suis? Ben, de la même façon qu'un bol de spaghettis, ça égale des pâtes chauffées, ça égale de la viande, comme... Ça égale juste du spaghetti. Exact, exact. Donc, le spaghetti égale pas le bonheur ou le pouvoir. OK. OK? Donc, ensuite, l'argent, c'est quoi? Ben, on va dire l'argent, ben, c'est de l'argent, c'est... Tu as dit que c'était un chiffre digital ou des billets. Ouais. Ben ça, je suis d'accord. Mhm. Parce que c'est comme une ressource. Une Ouais. ressource que tu peux créer out of nowhere. Je te donne un exemple. Donc, disons, si tu es un artiste, Mhm. puis tu vas au Dollarama. Ouais. Tu achètes un canevas blanc, des peintures, des pinceaux, de la peinture, des pinceaux, comme on va dire, tout revient à 15 $. Tu payes 15 $. Et là, tu reviens chez toi, tu prends la peinture et tes pinceaux et tu dessines sur le canevas. Avec ce 15 $-là, tu pourrais revendre cette peinture à 200 $. OK. Alors, l'argent que tu viens de créer, là, elle sort de nulle part. Je suis pas d'accord avec ça. Vas-y. Ben, je pense que, comme la loi de Newton dit, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Puis là, dans ce cas-ci, c'est tout simplement un transfert où la personne qui t'a donné 200 $, dans le fait, tu lui as retiré 200 $. Elle a vu que ce que tu as peinturé avait une valeur,
Toi, tu as fait une création de valeur entre ce que tu as peinturé, entre ce que tu as acheté, puis ce que tu as peinturé, mais elle a vu, OK, ça vaut 200 $. Elle n'a pas dit, ben, vu que tu l'as acheté 15 $, je vais te donner juste 15 $. Fait que, mais elle, les 200 $, elle a retiré de quelque chose d'autre qu'elle pouvait utiliser l'argent pour. OK. Donc, tu dirais que, en fait, là-dedans, l'argent sort pas de nulle part, ça sort de la valeur que tu mets à cette chose-là. Ouais. Donc, on pourrait dire que l'argent, c'est comme un, un byproduct de la valeur. Donc, si on crée de la valeur, l'argent vient ensuite, Ouais. vient avec cette valeur-là. Ouais. OK. Ensuite, si on va dans l'argent, c'est pas quoi, Mhm. il y aurait des gens qui disent comme l'argent, c'est pas le root of all evil, c'est pas comme c'est pas tout. Mais je pense que l'argent, c'est pas optionnel. Mhm. Parce que oui, on pourrait vivre dans la forêt Ouais. avec des moutons, puis je sais pas s'il y a des moutons dans la forêt, mais on pourrait chasser puis manger et relativement bien vivre dans la forêt. Ouais. Mais dans la société qu'on vit en ce moment, je pense que l'argent, c'est pas optionnel. Puis. Donc, j'aime vivre à partir de ces trois principes parce que ça m'aide à me détacher émotionnellement de l'argent. Puis, c'est pour ça que quand tu me demandes si l'argent fait le bonheur, j'ai tendance à dire plus non. Parce que, comme, si on revient, là, c'est quoi le bonheur? Mhm. Bonne question. Ça c'est très philosophique. Je pense que le bonheur, c'est des réactions chimiques dans ton cerveau qui t'amènent du bonheur. Mais je sais que c'est une définition circulaire, mais c'est difficile à décrire pour moi. OK. Alors, qu'est-ce qui t'emmène du bonheur, toi? Je pense que la chose numéro un, c'est voir mon entourage rire puis avoir du bon temps. Puis moi qui ris avec eux. Je pense que c'est le numéro un. Je me suis toujours promis que s'il y avait une météorite qui arrivait sur la Terre puis il restait 24 heures, ben, je serais sûrement là en train de chiller avec une gang de personnes en train de parler des memories. Ça pour moi c'est le bonheur à 100%. Pourquoi est-ce que ce moment-là, disons, avec les gens à qui tu tiens, le moment que tu passes avec eux t'apporte du bonheur? Je pense que c'est juste, je sais pas, je pense qu'on passe juste un bon moment puis ça fait du bien. OK. Est-ce que tu penses que des fois, les gens abusent du bonheur? Abuse. Ben, je pense qu'il y a des gens qui veulent trop avoir du bonheur. Je pense que c'est ça. Je pense que parfois des gens veulent du bonheur dans toute chose, alors que ça devrait pas être le cas. Qu'est-ce que tu veux dire dans toute chose? J'écoutais un podcast dernièrement qui était vraiment intéressant, qui parlait du weed. Puis ça parlait du fait que le weed, ça, tu sais, ça fait des réactions chimiques qui vont te relaxer, qui vont te déstresser, tu vas dormir facilement, etc. Mais entre autres, ce que la personne dans le podcast disait, c'était que c'est bien beau les effets secondaires du weed, que ça va te relaxer et tout, mais le fait que tu es stressé, c'est une réaction euh, c'est une réaction normale au fait que tu dois faire quelque chose. Alors que si tu prends du weed puis que ça te dit ah, ok ben finalement il n'y a pas de stress, peut-être que tu avais une entrevue demain puis que tu allais te préparer à 100% pour l'entrevue, mais le weed va te faire ah ben tu sais quoi, je vais juste faire l'entrevue puis je vais juste wing it puis si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. Fait que là, t'as trade la job que tu voulais pour du bonheur. Pourquoi est-ce que tu penses que les gens font ce trade? C'est ça, je pense que parce que c'est ça, je pense que des fois quand tu veux vraiment être heureux, ben tu passes à côté de choses. C'est ça, je pense que c'est vraiment le besoin d'être heureux. Puis
pas vouloir comme stresser, passer une nuit blanche, faire ça à répétition. Puis c'est comprenable parce que je pense que tout le monde a sa... Tu sais, en même temps, il faut savoir comme écouter son corps et tout. Mais je pense qu'à à une certaine limite, des fois, il faut sacrifier du bonheur pour quelque chose à long terme. OK. Est-ce que tu as un exemple de sacrifice de bonheur pour quelque chose à long terme? Ouais, exactement comme mon exemple d'entrevue. J'ai essayé de trouver un autre exemple. On va dire que moi, je veux aller au gym. Ça me plaît pas personnellement d'aller au gym. Il y a du monde qui aime ça. Moi, ça... je peux aimer ça une fois par mois, mais aller 5 fois par semaine, c'est pas ma passion, mais je vais trade le fait que j'aurais pu être en train de jouer aux jeux vidéo. Je trade ça pour aller au gym pour un bénéfice à long terme qui est de avoir une bonne forme physique. OK. Donc, mais disons, si jouer aux jeux vidéo, c'est le bonheur dans ce contexte-là, euh, tu trades ce bonheur-là, mais parce que tu es conscient que ça va pay off dans le futur. Ça, comme les dividendes vont se repayer avec ta constance et avec comme la répétition que tu y fais. Ouais. Donc, dans ce contexte-là, je pense que c'est plus être conscient de la transaction qu'on fait quand on choisit comme d'y aller ou pas. Ouais. Puis je pense que souvent, dans plusieurs contextes, on fait des choix qui sont des transactions, mais qu'on n'est même pas conscient parce qu'on le fait sur autopilote. Mhm. Donc, disons, si... Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment dans les jeux vidéo. Puis, en fait, d'où ça vient, c'est juste parce que ça allait pas bien à la maison. Fait que là, moi, je jouais aux jeux vidéo pour comme me distraire de ça. Donc, c'était pas nécessairement conscient que je voulais m'enfuir de cette réalité-là. Mais j'ai choisi, on va dire, le bonheur maintenant, sans nécessairement penser au présent, comme Mhm. peut-être qu'il y aurait des choses que j'aurais pu faire, mais peut-être pas non plus. Mais on saura pas vraiment. Puis je pense que quand vient le, quand vient les, je dirais que j'étais addict aux jeux vidéo. OK. C'est rien de diagnostiqué, je sais même pas qu'est-ce qui fait que quelqu'un est addict, mais je jouais des 12, 16, 24 heures de Oh, jeux damn. vidéo, des jours de suite, de comme 13 ans à 20 ans, OK. 21 ans. Ouais, jusqu'à 21 ans. OK. Mais pas comme à chaque année. Il y Ouais, a ouais. des temps où j'étais comme, OK, je vais arrêter de jouer, puis je uninstall le jeu, puis je joue plus pendant un an, comme. OK. Mais quand je jouais, puis quand je jouais, je pouvais pas arrêter. Mhm. Même si je me disais comme, OK, aujourd'hui, je joue 30 minutes, ça marchait pas. Alors, j'ai décidé de le cut, puis ça fonctionne jusqu'à présent. Mais je pense que, où est-ce que je veux en venir avec ça, c'est que souvent, en fait, pour moi, quand je comblais ce vide de bonheur-là avec les jeux vidéo, ça, ça m'aidait à pas penser à devoir trouver une solution. Mhm. Ça m'aidait à pas penser à, il y a quelque chose qui va pas en ce moment. Puis, je pense que c'est un pattern qui se répète. En fait, c'est un pattern qui s'est répété dans ma vie, que quand c'était plus les jeux vidéo, ben, c'était les réseaux sociaux. Ouais. Surtout que je travaille dedans, Ouais. j'étais juste sur mon cell, puis juste sur les réseaux sociaux pendant des... Comme sur mon cell, je voyais des 11, 12, 10, 11, 12, 10 heures de screen time par jour. Ouais. Puis c'est un full-time job, là. Mhm. Mais... Donc, ce pattern-là, ça m'a fait réaliser qu'il y a des choses que je n'ai pas adressées et que je devrais adresser, mais que je cachais en dessous, comme en dessous du tapis, que je sweepais en dessous du tapis. Alors, je sais pas pourquoi on parlait de ça. Mais ma Mais, question là, parce que là, tu ouais, as amené le sujet de l'addiction. ouais. Mais est-ce que on va dire ça fait un mois, tu joues aux jeux vidéo quasiment chaque jour. Est-ce que le jeu vidéo te fait être heureux à ce point-là? Quand? Quand ça fait comme, on va dire, tu as joué tout le mois de mars, puis là, tu viens d'arriver chez vous, tu ouvres ta console. Ouais. Donc, est-ce que tu es comme, yes, je vais jouer? Ouais? 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 Faudrait, je Ok. peux m'imaginer que
qu'il n'y a pas un moment où j'étais comme... En fait, le moment où j'ai dit, OK, bon, faudrait peut-être que je fasse quelque chose d'autre, c'est en février 2022. Mais avant ça, là, j'arrivais chez moi, j'étais chez moi, j'ouvrais automatiquement, sans y penser. J'ouvrais mon ordi, j'ouvrais le jeu, je rentrais mon mot de passe, puis je commençais à jouer. Puis sans plus de pensée. Mhm. Et ça me rendait, je sais pas si ça me rendait heureux, je pense pas que ça me rendait heureux, Mhm. mais ça m'aidait à cacher certaines conversations que je devrais avoir avec certaines personnes. Ouais, Ça ouais, m'aidait à oublier des problèmes. ouais. Non, c'est intéressant. Parce que moi, je sais que j'avais eu une discussion intéressante sur les signaux que tu envoies à ton cerveau. Puis les signaux que tu envoies quand, on va dire, on va prendre le stress, c'est quoi qui va te déstresser, puis tu décides que c'est les jeux vidéo, puis là, ça te déstresse. Ben, tu t'es envoyé comme signal, ok, ça c'est la solution au stress. Mhm. Mais ça veut pas nécessairement dire, ok, je suis heureux à jouer. C'est en même temps juste comme ton moment de relaxation ou ton moment de sortir de l'univers dans lequel tu es. Je pense que il y a un lien que tu me fais penser, euh, qui est comme, qu'est-ce que, les liens que, les choses que tu envoies à ton cerveau pour qu'il dise que, OK, quand ça apparaît, il faut que je déstresse, alors je vais jouer aux jeux vidéo. Mhm. J'ai lu un livre qui s'appelle The Power of Habits. Hmm. Euh, Puis je l'ai pas lu au complet, mais j'ai lu comme la moitié ou le tiers. Puis c'est ça que je fais avec les livres, là, comme je lis, puis là, si j'ai une leçon, ben tant mieux. Euh, donc je devrais peut-être relire le livre, mais la leçon que j'ai retirée de ce livre, c'est que, disons, c'est un cercle, un cercle, un cercle. Et ton cerveau, quand il voit un cue, ou quand il voit Ah, je suis Trigger. stressé, ça va trigger l'habitude, qui va trigger comme la récompense qui est Ah, je me sens bien. Yes. Donc, je pense que cette- ce circuit de ton cerveau que tu entraînes, ça fait juste se renforcer à chaque fois que tu le fais. Puis c'est pour ça que c'est dur de briser les habitudes. Mhm. Non, c'est très vrai, c'est très vrai. Puis malheureusement, c'est littéralement des ingénieurs qui... Il y a plusieurs milliers d'ingénieurs qui sont sur Facebook, travaillent chez Meta, puis ils se disent comment on fait pour trigger ces habitudes-là, pour que les gens repassent des heures sur les réseaux sociaux. Puis il y en a beaucoup qui sont dans la même situation, même moi, où des fois ça me tente juste d'être sur Instagram, puis je vois pas le temps passer. Puis c'est ça, c'est des choses qu'il faut faire des efforts conscients pour limiter. Je sais pas si tu as vu, même aujourd'hui, ils viennent de sortir une nouvelle loi en Floride que les réseaux sociaux sont maintenant bannis pour les enfants de moins de 14 ans. En Floride? Ouais. Wow! Ben c'est bien. Je trouve que c'est bien. Tu trouves que c'est bien? Ah Ouais. ouais? Moi, je I, pense que c'est bien. I mean, comment ils vont faire pour renforcer ça? C'est une bonne question. Je sais pas. Parce que Facebook, c'est minimum 13 ans, je pense. Mais comme tu fais juste cocher ton âge. Ouais, Puis- c'est ça. Ouais, c'est ça, je sais pas. Je sais pas comment ils vont le enforce. I guess c'est à travers les parents. OK. Mais je pense que c'est une bonne chose. Parce que ça amène beaucoup de choses. Non seulement la perte de temps, mais aussi beaucoup d'impact sur le self-esteem des enfants. Puis il y a beaucoup de, en tout cas, d'autres choses que les enfants doivent faire attention. Là. Donc, ouais. Je pense que overall, c'est une bonne décision. Est-ce que tu veux des enfants plus tard? Ouais, définitivement, toi. Ouais. 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 C'est c'est quelque chose que j'ai pas vraiment. En fait, je veux des enfants. Euh, point. Ok. Euh, ouais, j'ai pas vraiment développé personnellement sur ce point-là. Parce que je suis pas encore nécessairement rendu là. Mais je sais que je, je pense que je devrais pas me dire que je suis pas rendu là encore. C'est plus comme il faut que j'agisse comme le père de mes enfants avant d'avoir des enfants. Ok. Parce que je peux pas attendre d'avoir des enfants et là, je change ma façon d'agir Mhm. et de show up dans le monde. Parce que sinon, il y aura une
une incongruence dans Ouais, la ouais, ouais. façon que j'agis, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, puis comment les gens vont... à quoi les gens vont s'attendre de moi Ouais, ouais, ouais. en termes d'attente. Là. Non, définitivement vrai. Je pense que, tu sais, s'approprier le rôle, mais tout en sachant que tu seras jamais prêt à 100%. Il y aura toujours des nouveaux trucs, il y aura toujours une adaptation. Mais ouais. Est-ce que tu est-ce que tu t'élèverais, en disant que tu es un gars et une fille, est-ce que tu les élèverais de la même façon? Le gars et la fille, c'est une bonne question. Euh, la façon que je le vois, c'est j'aimerais élever mon gars selon mes standards. En fait, les deux de mes enfants, filles et gars, j'aimerais les élever selon mes standards. Mhm. Mes standards, comment est-ce que on peut voir ça dans la réalité? C'est j'aimerais que les standards de ma fille soient les mêmes que j'ai envers ma femme. Ok. Donc, c'est pour ça que c'est si important que ça, que ma femme, je l'ai bien choisie, que ce soit la mère, que je veuille que ce soit la mère de ma fille. Ok. Parce que si j'ai une fille, je m'attends à ce qu'elle soit capable de s'occuper de la fille comme je vais m'occuper de mon garçon. Donc, c'est pas que, oh non, je vais donner toute la responsabilité de ma petite fille à ma femme. Non, c'est Mhm. que je veux que l'influence de ma femme soit. Je veux que ma fille ait un role model féminin, Ok. selon nos standards, notre standard de couple, Ok. de, de partenariat. Ok, ouais, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce que toi, tu les élèverais différemment? Je pense qu'il y aurait quelques différences. Je pense qu'il y aurait quelques différences. Parce que moi, je me suis toujours dit que c'est important pour un gars d'avoir une période où il a le droit de faire des erreurs, où il a le droit de, tu sais, il a le droit de foirer puis d'apprendre de ses erreurs. La fille aussi, mais je pense que je vais être un peu plus protecteur. Parce que, je sais pas, j'ai juste peur que. Tu sais, le monde, tu sais, il y a des choses que tu peux avoir une expérience, puis tu t'en rappelles toute ta vie, puis que ça t'affecte, puis, tu sais, je sens que ma fille, ça me briserait le cœur de savoir que, oh my god, je l'ai laissé tomber alors qu'il y avait ça qui arrivait. Alors que le gars, on va dire, bon, le gars il marche à Saint-Michel, puis il y a des gars qui demandent son iPhone, puis ils volent son iPhone, puis il est comme, damn. Yo, ça l'affecte, mais je suis comme, yo, tu vois, it's okay, man. Comme ça fait partie de la vie, il y a des choses qui me sont arrivées, puis je sens que ça va juste faire partie de son process en tant qu'homme, bon, there's wins and losses, puis je sais pas qu'est-ce que t'en penses. En fait, je me demande pourquoi est-ce que... Parce que j'ai vu, selon mes expériences puis des gens que j'ai côtoyés, que lorsque les parents sont trop protecteurs ou ils veulent trop dicter, on va dire, le jeune comme si c'était son projet, ça fait en sorte que le jeune, il veut faire le contraire Mhm. et sortir du moule. Parce que, en fait, c'est ce que j'ai vu et selon ma jeune expérience, c'est ce que je retiens de ça. Et de la façon que j'ai été élevé personnellement, j'ai eu autant de freedom que je voulais jusqu'à une certaine limite. Et ça a fait en sorte que j'ai pu choisir mes propres choix. J'ai pu établir mes propres valeurs à Mhm. travers l'environnement où j'ai grandi. Ok. Donc, en fait, les valeurs de la famille, c'est là parce que la famille, ben, on se rencontrait souvent tous les samedis, la grosse famille. Euh, C'était ça. Et j'ai pu voir et expérimenter certaines choses que ma sœur, par exemple, elle n'a pas pu parce que justement mes parents étaient plus protecteurs envers ma sœur. Donc je pense que mon opportunité de pouvoir me tromper, ça m'a beaucoup aidé à avancer et c'est quelque chose que j'essaie de me détacher, disons, si j'avais une fille. Là.
je comprends qu'il y a un côté protecteur, mais aussi que c'est son canevas à elle, je peux pas Mhm. dessiner pour elle. C'est des décisions très difficiles à prendre, là. Ben, c'est sûr, ben, c'est ça, pas que c'est une décision. Tout le monde a un degré de liberté, puis tout le monde a un degré de restriction, je pense. Mais c'est trouver cette balance. Ou dans quel contexte tu dois mettre chacune des choses. C'est des choses qui vont être prises en couple, des décisions prises en couple, puis c'est ça, ça va être. Je pense que c'est un challenge pour n'importe quel parent, j'imagine. Parce que disons, si j'ai la ferme conviction que quand on est né, on est plein, on est complet, Ok. il manque rien, et qu'on est une bonne personne. Et que c'est la façon que la société nous, euh, nous enseigne de faire les choses d'une certaine façon ou ne pas questionner certaines choses. Ok. Donc, disons, comme à l'école, euh, des fois, ma blonde, elle me dit des choses que son prof dit à l'école, puis peut-être que c'est ridicule de ma part de questionner ça. Mais je me questionne comme, OK, c'est pas parce que c'est un prof à l'université qu'il a raison. C'est pas à cause de son titre que qu'est-ce qu'il dit, c'est vrai. Donc, je re-questionne ça. Et des fois, en fait, souvent, je me dis, OK, mais je sais pas le contexte complet de qu'est-ce que je suis en train de questionner. Donc, c'est Mhm. pour ça que je questionne, en fait, pour comprendre plus la perspective. Donc, je pense que lorsque on est en train de grandir, en fait, Mhm. il faut apprendre à tout questionner sans trop questionner. Donc, en fait, qu'est-ce que je veux dire, là? C'est que Yes. vu qu'on est né plein et qu'on n'a rien à prouver à personne, la façon qu'on grandit avec nos parents et notre famille, les valeurs qu'on a sont, seront intrinsèques en nous. Donc, on n'aura même pas pensé à c'est quoi nos valeurs. Si on a des parents, disons, on va dire comme toi et ta femme, et moi et ma femme, nos enfants, là, peu importe comment, qu'est-ce qu'on leur dit de faire ou les restrictions qu'on lui met, elles découlent quand même de nous. Alors, les valeurs sont intrinsèques, sont en elles. Je trouve que ça sonne philosophiquement très bien. Dans la réalité, je pourrais dire, parce que je prends par exemple moi et mes frères, on est extrêmement différents du côté de nos valeurs. Puis, pas extrêmement, on a des valeurs familiales qui se rapprochent, mais il y a des choses très différentes, malgré que, tu sais, on vient tous des mêmes parents. Puis, il y a aussi des réalisations dans la vie qui ont un peu façonné. Comme je pense par exemple, moi j'ai vécu à Québec pendant 3 ans. Puis je trouve ce moment-là dans ma vie a changé beaucoup de choses. Même si, tu sais, en tant que personne qui est née plein avec des bonnes valeurs, ce moment-là dans ma vie ou d'autres moments dans ma vie, c'était un peu des pinnacle moments où ça a façonné Frédéric que je suis maintenant. OK? De quelle façon est-ce que ça t'a façonné? Ben, ça pouvait être, par exemple, une très mauvaise expérience qui m'a laissé savoir que, ok, mets-toi plus jamais dans cette situation-là. Puis, alors que ça faisait pas partie de mes valeurs avant. Non, mais là, tu me fais penser, là. Ben, ok, alors, je vais te donner un exemple. Moi, quand j'étais jeune, j'étais un peu comme un mouton noir dans ma famille parce que je suis né avec deux grands frères qui étaient extrêmement sages. Puis moi, j'étais comme, je sortais du lot. Puis ça me tentait d'expérimenter beaucoup. Ça me tentait de sortir très tard, ça me tentait de tout essayer. Littéralement tout essayer. Puis un événement qui m'a beaucoup façonné, c'est justement quand j'étudiais à Québec et il y avait eu une histoire où j'étais soupçonné de plagiat dans un examen où j'avais même pas triché. Mais j'ai tellement stressé,
par rapport au fait que j'avais peur de me faire renvoyer de l'école. Parce que ça s'est mené là, jusqu'en cours, dis-toi, quasiment. Que j'ai prié, puis je me suis dit, si jamais je m'en sors de tout ça, je vais plus jamais mentir, je vais plus jamais comme tricher dans un examen. Puis c'est des choses que j'ai gardées avec moi. Fait que cette expérience-là, je trouve que c'est quelque chose que je n'étais pas né avec, mais que je l'ai juste gardé avec moi jusqu'à maintenant. Hmm. Donc, tu as appris de ton expérience. Ouais. Puis ça aurait pu aller de l'autre sens aussi, parce qu'il y a des gens que ça pourrait être comme ah, ben là, j'ai vu la police traiter mal mon ami, je vais plus jamais faire confiance à la police. Là, c'est dans le sens où ben, ça a été une mauvaise expérience qui l'a comme refermé vers le monde, on va dire. Donc, disons, dans cet exemple à Québec, en fait, c'est vrai qu'on apprend de nos expériences et que oui, même si théoriquement on est né plein et bon, il y a quand même nos expériences qui sont là. Mais je pense que cette expérience, la façon, je sais pas, tu me dis si j'ai tort, la façon dont tu l'as géré, c'est à travers les expériences passées que tu avais. Comme la façon que tu as pensé à travers tes valeurs, à travers comment on t'a éduqué depuis que tu es jeune. Ça j'ose croire qu'il y a une partie de ça qui a fait en sorte que tu as pris X décisions à la fin de la journée. Puis qu'on revient toujours comme à la source. Ok, pour cet exemple-là, ouais. Pour cet exemple-là, ouais. Parce que, en fait, dans n'importe quelle situation où je suis allé un petit peu trop loin, ou qui s'est mal passé, ou qui s'est bien passé, j'ai l'impression que je pourrais toujours revenir à la source de ah, mais soit ça s'est déjà passé d'une différente façon, soit j'ai déjà appris ça, ou soit que ça me rappelle quelque chose. Puis ça veut pas dire que on a déjà toutes les expériences qu'on a besoin, parce que je crois que c'est faux. Mais justement, j'en parlais avec ma blonde hier, comme je ne pense pas que c'est nécessaire de prendre en compte. En fait, oui, de prendre en compte, mais c'est pas nécessaire d'appliquer les avis de tout le monde à notre Mhm. vie. Donc, moi, j'ai tendance à écouter seulement les avis et les avis des personnes, les conseils des personnes qui ont qu'est-ce que je veux. Mhm. Et ça, c'est quelque chose que j'applique fortement, que j'écoute seulement les conseils des gens qui ont qu'est-ce que je veux, comme soit visuellement ou qu'ils ont vraiment qu'est-ce que je veux. Donc, je vais pas écouter les conseils de mariage d'un homme ou une femme qui s'est divorcé comme 10 fois. Mhm. Même s'ils ont eu l'expérience d'être dans un mariage 10 fois. Oui, je suis 100% sûr qu'ils ont appris des choses puis qu'ils pourraient m'apprendre des choses. Mais d'une façon plus macro, on va dire, plus générale, je vais plus écouter une personne qui a un mariage avec qui se passe bien. Et comment est-ce que je sais si ça se passe bien? C'est en posant des questions. Et même si je pose des questions, oui, la personne pourrait me mentir ou pas. Mais les gens ne peuvent pas mentir sur qu'est-ce que ça veut dire leurs actions. Donc disons, si je te pose la question, Mhm. c'est quoi la pire chose que ton enfant a pu te faire? Disons, si tu étais marié. Ouais. Là, peu importe qu'est-ce que tu me dis, ça change rien à ta réponse. À qu'est-ce que tu me dis, comme si c'est ton enfant qui t'a stab avec un crayon ou que c'est ton enfant qui a dessiné sur le mur. Genre, je m'en fous de cette action-là. Mais c'est la façon que tu vas réagir à cette action-là qui va me dire comment tu traites ton enfant ou comment tu Mhm. traites ta famille. Donc, c'est comme ça que je filtre les conseils que je reçois. C'est en posant une question puis en m'assurant que, OK, c'est peut-être quelqu'un qui walk the talk. Donc ça, tu dis que c'est la bonne chose à faire ou c'est la chose que tu veux arrêter de faire? Je pense que c'est la bonne chose à faire. Moi, je pense que c'est la bonne chose à faire. Ouais, ouais. Puis,
Surtout quand on parle d'argent, souvent on dit comme... Ben, on va prendre l'immobilier, vu que je suis en immobilier. Il y a tellement de fausses informations qui est propagée, puis tellement de gens qui... tu sais, qu'ils auraient pu être avancés dans l'immobilier, mais à cause qu'ils ont écouté les conseils de gens qui sont pas en immobilier. Donc moi, le conseil que je dis toujours, c'est si tu parles pas à quelqu'un qui fait comme des millions là-dedans, comme, va tout reconfirmer sur Internet. Puis même si la personne fait des millions, tu peux le reconfirmer, mais au moins, je sais pas, il y a quelque chose qui back un petit peu qu'est-ce que la personne dit. Quand tu dis reconfirmer sur Internet, ça veut dire quoi? Ben, on va dire, t'es dans un souper, puis ton oncle dit non, il faut mettre 20% de mise de fonds. Comme l'information est sur Internet, là, t'es pas, comme souvent les gens, ils posent des questions à plein de monde pour savoir, est-ce que c'est ci, c'est ça. Tu peux littéralement aller sur Internet, taper, est-ce que si, ça, puis tu vas arriver sur canada.ca, puis ça va te dire comme de l'information très legit. De Canada.ca. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est sûr que, disons, si on parle du conseil de l'oncle au souper ou de la famille en général. Je dirais que très souvent, dans peu importe quelle sphère, les conseils de la famille, c'est biaisé. C'est, Mhm. des fois, c'est pas la chose que tu devrais écouter. Mhm. Parce que c'est comme, oui, ils t'aiment, ils veulent le mieux pour toi. Mais des fois, ces lunettes-là, ces lenses qu'ils mettent devant leurs yeux, qu'ils t'aiment puis ils veulent le mieux pour toi, ça les empêche de voir quelque chose d'autre. Mhm. Et là, toi, si tu prends leur avis tellement à cœur parce que c'est ta famille et tu les aimes aussi, peut-être que ça va t'handicaper, en fait. Très vrai. C'est très vrai. Donc, je pense comme dans ce contexte de prendre l'information, où on prend l'information, c'est d'être capable de dissocier comme les faits des opinions. Tu dirais que c'est quoi un biais que tu as Un biais que j'ai envers en général, un biais que tu devrais travailler dessus? le biais que je dois tout questionner. Que personne n'a la vraie réponse. Personne n'a raison, en fait. Personne n'a raison et personne n'a tort. En fait, je dirais que c'est un biais parce que beaucoup de choses que je pense passent à travers ça. Ouais, Est-ce que tu dirais que tu souffres un peu de agreeableness? 100%. C'est, c'est un problème que j'ai eu beaucoup en grandissant. Et c'est quelque chose que je suis en train de travailler dessus activement Ok. parce que je me suis beaucoup fait marcher sur les pieds. Hmm. Et je me suis beaucoup fait comme, pas respecter, Mhm. mais que je l'acceptais Ok. et que je tolérais ça. Je tolérais, je restais autour où j'entretenais une relation où est-ce que je ne me faisais pas respecter. Et Mhm. ça, je parle pas de relation amoureuse ou quoi que ce soit, c'est n'importe quelle relation, Ouais. en général. J'étais capable de tolérer ça. Et ça, c'est quelque chose que je ne tolère plus. Ok. Parce que si une personne ne peut même pas ne peut même pas me donner du respect, un peu de respect, cette personne ne... Je ne veux pas cette personne autour de moi. Ouais, tout à fait. Donc, c'est pas que je veux le pire pour elle, c'est que juste, je la veux pas dans mon cercle. Mhm. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Puis ça a été quoi? Comment tu as travaillé là-dessus ou comment tu as fait pour passer de l'autre côté? Je suis pas encore passé de l'autre côté. Ok. De agreeableness, je suis pas encore passé de l'autre côté. La façon que je travaille dessus, c'est en étant conscient de la façon que j'interagis avec les gens et que les gens interagissent avec moi, et en reconnaissant des patterns, des patterns que Mhm. je, qui se sont déjà passés dans le passé. Donc, je pense que c'est avec le temps, avec les expériences, avec les histoires. Euh, Quand je dis les histoires, c'est que, selon moi, il y a deux façons d'apprendre. C'est à travers les histoires ou à travers les expériences. Mhm. Mais à travers les expériences que je vis, je vais reconnaître certains patterns qui reviennent. Ouais. Donc si quelqu'un est en retard et qu'elle s'excuse même pas, comme
t'entends, je serais comme, OK, c'est correct, c'est pas grave. Mais là, je sais que si elle s'excuse même pas, ou qu'elle dit même pas d'avance qu'elle va être en retard, ben, c'est comme, cette personne ne me respecte pas. Ou que c'est, c'est pas une personne qui fait aussi attention à mon temps que moi. Ouais. Donc, c'est ce genre de pattern que je vois. Puis, c'est comme ça que j'essaie de sortir de ce côté Mhm. agreeable. Parce que je pense qu'il y a assez de gens qui sont inconscients qu'ils ne respectent pas une autre personne. Ils- voilà. Est-ce que ça t'arrive souvent dans des conversations de quand la conversation est finie, t'es comme ah j'aurais dû dire ça? Pas souvent, une fois de temps en temps. Mais même cette fois de temps en temps-là, c'est comme, c'est déjà passé. Là. Ouais. Je peux pas faire grand-chose pour changer ça. Parce que je me dis aussi, comme, j'aimerais respecter mon mot. J'aimerais respecter my word. Alors, c'est comme, OK, c'est ça que j'ai dit. Je l'assume, puis je passe au prochain. Est-ce qu'il y a un sujet que ce sujet-là en particulier t'es pas agreeable du tout, puis t'es comme c'est comme ça, puis t'es comme non c'est non, oui c'est oui. Le racisme. Ok. Le racisme, maltraiter ma famille. Mhm. Euh, c'est les deux principaux. Ok. Ah, je te dirais la même chose pour moi. C'est la première chose que ça me pop, Hmm. que je vais être comme wow, 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 wow. Mais moi aussi, le agreeable, je pense que souvent, j'essaie de voir comme où est-ce que la personne a raison pour dire comme ah ouais, je vois un peu ton point. Mais je sais que dans le monde corporatif, ça t'aide pas à avancer. Être quelqu'un de disagreeable, puis qui parle souvent, qui donne souvent son point de vue, puis qui se fait valoir par étant la personne qui a toujours raison, c'est bien vu. Malheureux- Ça t'aide pas dans tous les cas, comme si on va dire tu es sur une île déserte avec 10 personnes, le monde va vouloir te jeter dans l'eau. Mais si t'es comme tu travailles dans une grande corporation, le monde va te voir comme la figure de leadership naturellement, si t'es comme ça. Fait que c'est quelque chose que, il y a beaucoup de gens qui font de la thérapie justement pour avancer leur carrière, ils apprennent à devenir disagreeable. Tu trouves pas ça un peu dystopique? Un peu contre où est-ce qu'on veut aller comme société? Euh, Parce que j'imagine. prendre la thérapie pour être plus disagreeable ou pour être plus, OK, peut-être direct, c'est bien, mais pour prendre plus ta place, OK, oui, c'est bien. En fait, je vois dans quel côté ça pourrait être bien, que Mhm. ça nous apprend à prendre notre place. Ouais. Mais en fait, c'est comme dans le top 3 des thérapies les plus en demande. Je pense que les premiers, c'est comme dépression et anxiété, puis l'autre, c'est ça, justement. Comment t'appellerais ça? Ben, c'est ça, je pense que c'est de la thérapie pour la. Je sais qu'il y a un mot, je l'ai pas malheureusement. Corporative, quoi? Non, Thérapie corporative? c'est comme comment devenir, c'est ça, disagreeable ou. Parce que j'imagine c'est relié un petit peu avec ton estime, Mhm. ou c'est ça, j'imagine c'est ça. Mais je pense que être capable d'être disagreeable, ça vient de ta confiance en soi. Mhm. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, comment est-ce que tu peux dire à une personne tu as tort en Mhm. regardant dans ses yeux? Parce que même toi-même, tu crois même pas qu'est-ce que tu vas dire. Mhm. C'est vrai. Fait que je pense que ça vient de l'estime, comme tu dis. Puis que, en fait, c'est de là que vient la confiance, là, et Ouais, de la capacité à s'exprimer. C'est Parce que si je dis quelque chose et j'y crois pas vraiment, ou que je suis pas sûr si j'y crois, ça va être dur pour une personne de t'écouter. Ça va être exactement. dur pour une personne de te croire. Exactement ça. Ou d'avoir confiance en toi, si toi-même t'as pas confiance en toi. Exact. Donc, je pense que c'est important, la confiance en soi. C'est ça, c'est ça. Fait que, non, c'est exactement ça. Fait que si on va dire, t'es au travail, puis le rapport final, la réponse est 5 puis t'es convaincu que c'est 5 la réponse, puis tous tes collègues disent 3.
ben, comment tu vas faire pour garder ton point? Dire non, vous avez tous tort, puis... Mais c'est sûr qu'il faut pas le faire d'une façon délusionnelle, là. Comme faut qu'on sache, faut qu'on soit des experts à ce qu'on fait, right? Comme si quelqu'un veut... J'ai jamais été dans l'échelle corporative, mais je m'imagine. Mais, comme, encore, dis-moi si j'ai tort, là. Comme si quelqu'un euh, veut monter dans l'échelle corporative, j'ai oublié qu'est-ce que je voulais dire. C'est pas grave. Yes! Fait que, ouais, ben, c'est ça. C'est ça. Mais si on va dire que l'échelle corporative, ça t'amène à l'argent, puis là, on retourne sur l'argent. J'essaie de faire des liens. Mais est-ce que l'échelle corporative, ça mène à l'argent? Ben oui, définitivement. Parce que plus tu montes les échelons, plus t'es mieux rémunéré, t'as des meilleurs avantages sociaux. Puis, ultimement, si tu deviens le CEO de la compagnie, là, t'as tout ce que tu veux. Tu penses que tous les CEO ont tout ce qu'ils veulent? Des grosses compagnies, on va dire? Ils ont ce qu'ils veulent, les choses que l'argent amène, ils l'ont. Qu'est-ce que l'argent amène? C'est ça amène la liberté, ça amène le fait que tu puisses... Bon, liberté, bon, ça c'est un mot qu'il faut faire attention avec parce que ça peut t'amener d'autres trucs qui sont pas la liberté. Par exemple? Ben, tu peux pas t'exprimer sur ce que tu veux quand tu es un CEO. OK. Faut que tu respectes l'image de marque de la compagnie que tu représentes. Et, mais sinon, tout ce qui est monétaire, ça va te l'amener. Donc, en fait, quand j'entends monétaire, ça vient à comme, des trucs matériels, selon moi. Oui, puis non, parce que disons que tu as quelqu'un de vraiment malade dans ta famille, puis on a des soins de santé gratuits au Canada, mais tout ce qui est gratuit a un prix. C'est gratuit, mais si tu avais la chance de les amener dans un meilleur hôpital que là, ça coûte 900 000 les traitements, mais ils vont regarder chaque cellule avec chaque remède pour savoir exactement le remède parfait. Ça, c'est l'argent qui va te l'amener. Ouais, C'est pas matériel. c'est pas matériel. En fait, c'est un certain confort. Et Ouais, le temps aussi, t'achètes du temps. ouais, c'est ça. Tu achètes du temps, tu peux private jet. Si tu peux faire du bien à beaucoup de gens, disons que t'envoies 1 million pour une école au Vietnam, ça va faire plaisir, ça va faire beaucoup de bonnes choses. Pourquoi est-ce que tu enverrais 1 million à une école en Vietnam? Pourquoi je ferais ça? Ben, justement parce que je pense que il y a beaucoup de gens au Vietnam qui n'ont pas euh, l'opportunité d'aller à l'école, à moins qu'ils ont beaucoup d'argent, mais souvent, les jeunes doivent travailler quand même tôt. Ben, il y a beaucoup plus de l'artisanat, mais s'ils pouvaient aller à l'école, ils pourraient faire quelque chose de plus technique qu'ils peuvent amener au pays, j'imagine. Penses-tu que c'est possible de faire l'argent à l'extérieur de l'échelle corporative? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi ça m'intéresse pas à l'échelle corporative, personnellement. J'aimerais vraiment ça beaucoup plus faire de l'entrepreneuriat. Puis je pense qu'il y a beaucoup plus d'argent à faire dans l'entrepreneuriat, c'est ça. Pourquoi ça t'intéresse pas, l'échelle corporative? Je pense que j'ai de la misère avec... j'ai fait beaucoup de tests psychométriques sur c'est quoi qui m'amène dans le pic de la productivité. Puis dans mon cas personnel, j'aime ça quand il y a du sens à ce que je fais. Puis souvent, quand tu es dans l'échelle corporative, il n'y aura pas nécessairement du sens dans tout ce que tu vas faire. Comme là, je travaille sur des mandats de ressources humaines, puis je fais des analyses Excel toute la journée pour des CEO, puis je vois difficilement comme c'est quoi la plus-value pour la société de faire ça. Donc si on amène ça à...
On peut parler de Dieu? Ouais, bien ça. Alors, comme s'il n'y a pas de raison où est-ce que ça mène quelque part pour la société, on va dire. Mais si tu es là, Dieu t'a sûrement mis là pour une raison. Ben, j'ai fait aussi le choix d'être là. Mhm. Alors, pourquoi est-ce que tu choisis d'être là? Je vois ça comme un processus. Je pense que le monde corporatif, je peux pas dire que ça m'a rien amené. Il y a beaucoup de skills que j'utilise dans mes projets entrepreneuriaux que j'ai eu grâce à mes emplois. Puis ça me donne une certaine notoriété. Tu sais, de travailler pour une grande firme, puis de l'utiliser comme name brand. Puis ça m'amène de l'argent récurrent de manière stable. Puis ça, quand tu veux, es à la recherche de financement, ça facilite beaucoup les choses. Alors que si tu es entrepreneur à 100%, puis que tu dois montrer 2 3 années d'état financier, puis je sais pas, le marché, est-ce que c'est. Ça, c'est des bâtons dans les roues, c'est pas impossible. Parce que, on voit, il y a énormément de Québécois ou d'entrepreneurs qui réussissent. Fait que j'utilise pas ça comme excuse, mais ça aide beaucoup à avoir ce revenu-là récurrent. Puis je l'utilise en ce moment. Ok. Donc, c'est principalement pour l'immobilier, pour le financement. Ouais, parce que ben moi je vois l'immobilier comme c'est pas ma passion l'immobilier, j'aime ça, c'est pas ma passion, mais je pense que ce sera un bon tremplin pour moi dans l'entrepreneuriat, dans le sens où je pourrais soit capitaliser sur l'immobilier ou bien juste utiliser ce revenu-là comme le revenu safe qui me permet de à temps plein faire quelque chose d'autre. C'est quoi ta passion? C'est quelque chose d'autre? Ma passion c'est ma passion c'est aider la communauté noire. Je pense que c'est ça ma passion. En fait, je suis certain que c'est ça ma passion, aider les jeunes noirs qui ont un petit peu eu un trajet similaire au mien, puis si je peux les aider. Comment est-ce que tu fais présentement pour travailler là-dessus? Ben là, je me suis promis que j'arrêterais de travailler là-dessus pour me garder ça pour plus tard dans ma vie. Ça, c'est une grande réflexion que j'ai eue euh, il y a 2 ans. Il y a un livre qui s'appelle Why. J'ai oublié l'auteur malheureusement, mais ça s'appelle Why White People Have All the Fun. Quelque chose comme ça. Le titre, c'est quelque chose comme ça. Mais en fait, ça explique en fait pourquoi c'est important dans la vie. En fait, l'auteur du livre, c'est quelqu'un aux États-Unis qui achetait, c'est un noir qui achetait des compagnies, les vendait, les achetait, les vendait. Puis il est mort comme en 1980, mais il était extrêmement riche. Comme son net worth était de comme 600 millions quand il est décédé. Mais il explique dans le livre pourquoi c'est important quand tu veux un impact d'attendre de devenir riche. En gros, parce qu'il disait, c'est bien beau de faire des petites choses pour la communauté ici et là, parce que moi, avant, j'étais très impliqué, comme j'ai parti les clubs d'étudiants noirs à mon école, j'aidais les noirs à faire leur CV, les entrevues, mais ça m'a fait réaliser, entre autres en conversant avec des gens, plus le livre, que si tu veux un impact, c'est bien mieux de garder ça pour plus tard et commence par devenir riche, puis après ça, mets-toi là-dessus. C'est quoi devenir riche? C'est avoir un montant substantiel d'argent qui permet d'influencer le gouvernement ou d'influencer des compagnies ou avoir ta compagnie qui fait comme que si jamais il fait un statement, ça se passe là. Ça veut dire quoi, ça se passe? Ben, on va dire, je sais pas si tu connais Franck Saint-Élémy, c'est un entrepreneur en tech. Lui, il a créé un incubateur pour les entreprises de la communauté noire, puis le gouvernement canadien, ils ont offert des 250 millions pour aider les communautés noires à avancer au Canada. Tout ça, ça part de quelqu'un qui était fortuné, mais qui a dit comme je veux que ça se passe, puis Hmm. je vais tirer les plugs où est-ce qu'il faut pour que. C'est ça. C'est bien. C'est drôle parce que ça me fait penser à en 2022 quand je vendais des packages de marketing aux States de Montréal. Mhm. Je faisais ça
de chez moi. Une des... On travaillait avec des psychologues, thérapeutes en anglais, peu importe. Puis là, beaucoup de ces gens-là, qui sont plus dans le côté guérir les gens, aider les gens, qui veulent aider la communauté, avaient la pensée qu'ils ne peuvent pas charger cher, ils ne peuvent pas charger euh, plus d'argent parce qu'ils veulent aider le plus de gens possible. Ils veulent charger 60$ à l'heure pour la thérapie. That's it. Ils ne veulent pas charger plus. Et là, la façon que je faisais pour leur faire comprendre qu'ils doivent charger plus pour pouvoir aider plus de gens, parce qu'ils auraient plus d'argent, c'est à travers Kevin Hart. Donc, Kevin Hart, l'humoriste, là, Ouais. avant, quand il était plus jeune, ou quand il n'avait pas encore sa carrière, il voulait aider la communauté noire ou la communauté moins fortunée aux États-Unis avec l'éducation. C'est ça qu'il voulait faire. Comme il pouvait aller dans une école à la fois, aller parler, mais s'il n'y avait aucun nom aussi, comme, il n'aurait pas pu avoir autant d'impact que maintenant. Exact. Après qu'il a fait sa carrière en tant qu'acteur, humoriste, là, il y a de l'argent. Donc, avec cet argent-là, il peut l'utiliser pour faire encore plus d'impact. Ouais. Donc, je pense que ça se connecte un peu à ce que tu dis. Ouais, c'est exactement ça. Puis, je pense que beaucoup de gens ne réalisent pas ça. Que, oui, tu peux aller tous les dimanches ou tous les samedis à ta place communautaire à aider. C'est bien, c'est bon pour ton cœur, c'est bon pour... Ben, personnellement, ce serait bon pour psychologiquement. Mais en même temps de faire ça, ce serait bien que si tu as les capacités et si tu veux faire plus d'argent, dans le futur, ça va t'aider plus. Et ça va aider, ça va amplifier ton pouvoir, en fait. Ça va amplifier ton pouvoir à aider les gens. Ouais. Puis je pense que l'important, c'est de garder cette vision-là. Parce que c'est facile aussi de se perdre. Puis il y a justement un livre là-dessus, ça je connais pas le nom du livre, mais ça explique pourquoi il y a beaucoup d'avocats qui disent que moi je veux faire des belles heures, puis j'ai travaillé pour des non-profits et tout, mais ils décident de rentrer en firme, mais de rentrer dans le corporate law. Puis le livre explique pourquoi ils en sortent jamais, puis ils vont jamais bien faire. Ultimement, ils vont jamais rien faire pour la société, mais t'es tellement amené dans un moule, t'es tellement amené dans une façon de penser, ça t'a tellement façonné que... Puis tu deviens aussi dépendant à travers le lifestyle du corporate lawyer, que tu peux pas juste sortir de là. Disons que tu es payé un demi-million par année, mais que dans une boîte non-profit, tu fais 65 000. Le saut est extrêmement dur à faire. Fait que, c'est ça explique pourquoi. Puis justement, c'est ça, peut-être dans ton journey d'essayer de justement devenir tellement accompli que tu vas avoir un impact, tu as perdu ta vision. Fait que c'est important de la garder. D'où penses que vient cette vision pour toi, pour ton but? Pour moi, personnellement, ben, je pense que. Je pense le moment dans ma vie où j'étais très perdu, puis jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de réalisations qui ont été faites. Il y en a que c'est par chance, il y en a que c'est à travers des mentors que j'ai eus. Mais je pense qu'il y a un moment dans la vie où je pense que il y a certaines réalisations que tu dois faire que le plus tôt que tu les fais, le mieux ta vie ira. Une réalisation, par exemple, là, tu vois beaucoup de jeunes malheureusement dans la criminalité à Montréal. Mais le jour où tu réalises qu'il y a tellement plus d'argent légal à faire que illégal, puis c'est facile à dire, mais le moment où c'est vraiment compris puis ancré, ça change ta vie. Puis je pense que ça, c'est quelque chose que ce serait bien que plus de jeunes le comprennent. D'où tu penses que vient, d'où tu penses que vient cette culture de faire les choses
qui emmène l'argent illégalement ou rapidement ou facilement? D'où vient cette culture, selon toi? Beaucoup de choses. Je pense que c'est un amalgame de beaucoup de choses, mais je pense que c'est beaucoup relié au self-esteem. Je pense que quand t'as pas une identité ancrée dans quelque chose de bien, ben tu veux aller vers quelque part où tu es accueilli dans le fond. Puis on va dire, je prends ça arrive souvent aux jeunes immigrants, si je prends les statistiques, mais souvent, en disant que vous êtes quelques immigrants dans l'école, vous vous sentez pas bien accueillis, mais la rue vous accueille à bras ouverts. Puis souvent, les immigrants, ils se sentent acceptés quand ils sont des excellents sportifs. Mais quand, bon, disons que le sport, ça n'a pas fonctionné pour toi, l'école, t'étais pas le meilleur de toute la classe, mais là, dans quel moule t'es supposé être? Tu te sens pas accepté, mais là, la rue t'a accepté, ben, tu vas y aller. Je pense qu'il y a cet aspect-là. Puis l'aspect de juste, tu sais, juste avoir un peu de rébellion envers la société. Je pense que c'est un aspect aussi quand t'as. Je pense que des fois, tu as juste, je sais pas, un sentiment de que la société est un peu contre toi, puis tu cherches à comme te revendiquer, I guess. Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être changé, cette culture de la rue qui t'accepte par rapport... En fait, je pense que ça devrait être changé, mais comment? C'est une plus grosse question. Là. C'est... En fait, je te demande pas la réponse en ce moment, mais c'est comme... Il y a beaucoup de choses comme ça qui devraient changer. De la culture qui est ancrée, si, comme quand on parle de racisme systémique ou des trucs systémiques, c'est des choses que je sais même pas par où commencer à penser ou par où commencer à... sur quoi m'ancrer pour pouvoir changer quelque chose. C'est comme la culture euh, dans la police, dans l'armée, dans, dans la rue, euh, dans la culture asiatique. Comme, c'est toutes des choses qui existent que personne ose vraiment poser des questions, personne ose vraiment comme s'attaquer à ça. Ben, je sais pas si personne fait ça, mais je sais pas comment est-ce qu'on pourrait changer ces cultures-là. Comme ce serait quoi la première étape? Je sais pas. Peut-être ça passerait par l'éducation, mais éducation de quoi, par qui, à qui? Ben, moi, ce que je sais des ressources humaines, là, la culture organisationnelle, c'est la chose la plus dure à changer. Parce que tu apprends beaucoup sur la gestion du changement. Puis les changements, ça peut être un système, ça peut être des politiques, tout ça. Mais quand ça en vient à changer des humains, c'est très, très difficile. Puis il y a beaucoup de procédures à faire, mais tout est dans le leadership, la communication, aller se chercher des alliés. Mais tout doit être fait de manière stratégique parce que si tu fais juste comme te plaindre, ben ça peut juste comme amplifier, ben ça peut juste se retourner contre toi dans le fond ou bien te faire sentir comme si, ok, ben la culture m'a pas accepté alors je dois quitter. Tu travailles dans la diversité, équité et inclusion? Je travaille pas là-dedans, mais je suis prof là-dedans maintenant. T'es prof? Ouais. Où ça? Je suis prof au cégep de l'Outaouais, puis je donne des ateliers au HEC. Cool. Comment tu trouves l'impact de ce travail? C'est bien, c'est dur à dire l'impact exactement parce que c'est sûr que, tu sais, je donne des cours à des gestionnaires, mais le fait qu'ils sont dans le cours, ça veut dire qu'ils ont déjà une volonté. Hmm. Ouais. Fait que ça amène des bonnes choses parce que là, ils sont plus outillés. Mais pour quelqu'un qui veut rien savoir, où est-ce que, où est-ce que le changement va venir? Ça doit venir de l'intérieur.
Ouais, ça va venir des fois, tu peux faire une réalisation, puis t'es comme, wow, ok, j'étais comme ça, puis... À voir. Ouais, c'est ça, à À voir. voir. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut forcer, hein. Ouais, c'est ça, mais c'est bien... tu sais, je pense que, tu sais, la société en général est en train de faire des grandes réalisations, surtout tout ce qui est en lien avec l'inclusivité de tout le monde. Donc, c'est ça. Nice. Ben, Mais il y a aussi beaucoup de contre-arguments. par exemple, Euh, le fait que... Ben, pas contre-argument à être inclusif, mais contre-argument à les règles qu'ils ont été mis pour qu'on soit inclusif. qu'est-ce que je veux dire? Les contre-arguments aux règles qui sont mis pour être inclusifs. Par exemple, je sais pas si tu sais c'est quoi ça s'appelle... euh, comment ça s'appelle déjà? Quelque chose Action. Le truc aux États-Unis, là, pour les universités, ça te dit quelque chose? En fait, il y a des nouvelles lois qui avaient été appliquées à partir des années 80 aux États-Unis pour aider les gens des communautés défavorisées à rentrer dans les écoles. Mhm. Mais là, ça vient tout juste d'être enlevé par la Cour supérieure parce que justement, il y a énormément, surtout beaucoup de la communauté asiatique qui se sentaient désavantagés parce que à cause de ces nouvelles règles-là, tu pouvais avoir des notes de 100% pendant tout ton high school, puis être refusé à Harvard à cause que tu viens du background des gens qui excellent, Mm. justement. Mais ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Ouais. Fait que c'est ça, il faut savoir que des fois, il y a des choses qui sont implémentées qui doivent être temporaires. Il y a des choses qui doivent... Tout doit être analysé dans le fond. Savoir c'est qui est avantagé, désavantagé. Comment on fait pour s'outiller dans ce domaine-là? De voir tous ces paramètres-là, toutes ces perspectives-là. Comment est-ce qu'on s'outille pour faire ça? Pour de vrai, j'en ai aucune idée. Ouais. Il y a des choses que... Il y a beaucoup de recherches qui sont faites. Il y a des choses qui fonctionnent pas aussi. Il y a beaucoup de choses que c'est des essais-erreurs, mais il y a aussi des choses qui ont été implémentées qui ont donné un excellent résultat à long terme aussi. Comme par exemple, juste le fait d'offrir des opportunités, disons un programme pour les entrepreneurs vietnamiens du Québec. Ça ne veut pas dire que tu désavantages les autres entrepreneurs des autres communautés, mais le fait que vous ayez ces opportunités-là de financement, ça devient un grand facteur de justement faire fructifier l'argent de votre communauté. Tu vois les impacts macroéconomiques, tu sais aussi que naturellement, s'il y a beaucoup plus d'entrepreneurs vietnamiens qui grandissent des grandes business, ils vont naturellement engager plus de Vietnamiens. Ça va augmenter le taux d'emploi dans cette communauté-là. Ça va faire qu'ils ont un meilleur buying power. Tu regardes tous les impacts à long terme. Donc là, on dit la communauté asiatique, la, commu- la communauté noire euh, et d'autres communautés. J'ai l'impression que notre vision des communautés est segmentée et que on se segmente nous-mêmes en disant ça, en parlant comme ça. C'est comme, je sais plus où j'ai vu ça, mais c'est une femme qui parlait de woman in business ou woman owned business Mhm. ou black owned business. J'ai l'impression que ces termes-là font juste nous segmenter. Mais ou ça pourrait encourager la communauté, comme, OK, c'est Mhm. black owned business, alors je vais y aller. Mais comment est-ce qu'on ferait en sorte, comme aux États-Unis, théoriquement, c'est le melting pot, comme on veut que tout se mélange ensemble. Donc je me demande juste comment,
on fait pour se mettre au même niveau? C'est une bonne question. Ouais, ben c'est toutes des questions où c'est pas une réponse en 1 heure qu'on va avoir, là. Ouais, ouais. Ben moi, c'est ce que je dis souvent, parce que souvent, il y a des gens qui font cet argument-là de comme, ben pourquoi tu veux aider juste la communauté noire? Mhm. Pourquoi tu veux pas aider la société en général? Comme tu trouves pas que tu fais juste te segmenter en tant que communauté noire? Puis Mhm. mon argument, c'est tout simplement, on n'est pas dans Disney. On n'est pas dans Disney où tout le monde est kumbaya, puis tout va bien. Chaque communauté a des challenges différents, puis il faut savoir répondre à ces challenges-là. Ben, je pense qu'on connaît notre communauté mieux que personne d'autre, que n'importe qui d'autre. Ouais, Alors, on pourrait plus facilement voir les faiblesses et les forces ouais, c'est pour vrai. pouvoir tirer les bonnes choses. Je pense que on devrait s'impliquer dans nos communautés, en général. Ouais, ben je pense aussi que faut reconnaître qu'il y a des communautés désavantagées aussi. Parce que si, disons que je prends comme, je sais pas, on va dire que Justin Trudeau, il était comme, ben moi je suis un blanc, fait que je vais avantager les blancs. C'est ça, je pense que c'est pas juste là. T'es drôle, Fred. Ouais, ben, je suis d'accord, hein. Yes. Ben, je suis content qu'on ait pu parler de ça. Yeah, moi aussi, Puis c'est une bonne discussion. on va recommencer ça un jour. Ah, définitivement. All right.